Bienvenue dans Big Boss. Le patron, cette semaine, est à la tête d'une entreprise de plus de 6000 personnes. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Noël, bonjour à toutes et tous. Et oui, c'est Régis Gaspard. Bonjour à vous aussi. Bonjour à vous. Bienvenue dans Big Boss. Régis Gaspard, l'administrateur délégué, le patron de Securitas, une entreprise qui emploie beaucoup de monde, qu'on connaît déjà bien. Entreprise donc dans le domaine de la sécurité, du gardiennage. Petite question pour commencer, j'imagine qu'on ne va pas tout de suite vers ça spontanément. Vous n'aviez pas 5 ans et vous n'êtes pas dit tiens, je veux plus tard être patron d'une entreprise de gardiennage. Comment est-ce qu'on vient à cette filière particulière quand même? Tout simplement parce que le projet de l'entreprise est intéressant. C'est une entreprise en transformation, c'est une entreprise avec des valeurs très fortes et c'est aussi une entreprise où il y a énormément d'autonomie, énormément de possibilités de se développer. Et donc ça c'est le premier élément en termes d'attractivité de l'entreprise. Et puis un deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup d'humains. Et donc j'aime le contact humain. Une fois dedans. Comment est-ce que vous êtes venu? C'est le hasard qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve pas mal de postes d'ailleurs au sein de Securitas avant de devenir l'administrateur délégué. Je suis venu pour le projet. En fait, j'avais fait 4 ans dans l'audit financier et la consultance. Et après cette expérience-là, je cherchais vraiment un projet où je pouvais être entrepreneur, intrapreneur et être en charge de différentes activités, en charge de mon propre PNL, du développement commercial, des ressources humaines, des éléments comme ça, gérer des opérations. Et donc c'est la marque de fabrique de ce groupe Securitas. Auparavant, j'étais au sein de Avia Partner qui avait une filiale en sécurité et qui a été racheté par Securitas. Et donc c'était la même approche, même philosophie, même modèle d'entreprise où il y avait énormément d'autonomie. Et ça m'a beaucoup intéressé et il y a moyen d'évoluer comme vous pouvez le voir dans cette entreprise. Alors le siège de Securitas, eh bien, il se trouve à Bruxelles, à Neder-Overenbeek plus précisément. L'occasion pour nous d'aller dans les coulisses de cette entreprise, des images signées Frédéric Dehaenaut. Allée d'un grand magasin de meubles de la capitale, un agent de Securitas contrôle les accès de secours. À la sortie des caisses, un autre vérifie les achats des clients. Non loin de là, des collègues veillent en regardant les images des caméras de surveillance. Pendant ce temps, une inspection des véhicules stationnés sur le parking est en cours. Ces hommes et ces femmes font partie des 850 agents de gardiennage spécialement formés à la surveillance des surfaces commerciales. Un secteur en grande demande de personnel de sécurité depuis les premiers attentats sur Paris. Après tout ce qui s'est passé l'année passée, dans les shoppings, dans les magasins, la présence d'un agent de gardiennage rassure. Ils ont un rôle justement donc, de pouvoir augmenter en tout cas ce sentiment de sécurité, mais aussi de plus en plus, ils participent à ce qu'on appelle en anglais le customer centric, donner quelque part aussi un certain service aux clients. Pour faire face à la demande des entreprises et des particuliers, Securitas compte aussi sur son équipe basée au siège de Neder-Overenbeek. 300 personnes, dont 45 se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la control room. Via leurs écrans, les opérateurs sont connectés à 55 000 caméras et systèmes d'alarme. Ils visualisent les 120 patrouilles mobiles prêtes à intervenir à tout moment dans tout le pays. Securitas veut de plus en plus aller vers des solutions technologiques qui combinent la technologie avec le facteur humain. Et la proportion est en train vraiment de grandir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, mais on veut vraiment grossir sur le nombre de solutions, on appelle ça des solutions, donc vraiment qui combinent le facteur humain et le facteur technologique pour offrir des services qui sont moins chers et de meilleure qualité à nos clients. L'idée, percer encore plus le marché des particuliers qui représente aujourd'hui moins de 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour y arriver, Securitas compte sur son laboratoire de recherche et de développement situé quelques étages plus bas, mais là, pas question de pointer notre caméra. Alors Régis Gaspard, on peut le dire, les attentats, ça a créé véritablement un tournant à votre entreprise? Non. Sincèrement, la première chose que je voudrais dire, c'est que on vit dans un contexte qui est complètement différent, en effet, le contexte général d'il y a 2-3 ans. Les risques sont différents. Mais ce qu'on veut absolument éviter, c'est la peur. Nous, on n'est pas là pour augmenter la peur. Que du contraire, on est là pour rassurer. On est là pour rendre service et on est là pour protéger. Et donc, la mission de notre entreprise, c'est peace of mind. Faire en sorte que les citoyens, les clients, les différentes communautés puissent continuer leur vie
de manière positive, comme avant cette période qui a commencé. Donc le sentiment d'insécurité a peut-être évolué, enfin, peut-être sûrement, certainement. Mais pas forcément votre business. Ça ne s'est pas tout à coup développé d'une façon significative. Alors, d'abord, on est préparé à ça. C'est-à-dire qu'on est une entreprise de sécurité et dans ce contexte-là, on connaît les besoins de nos clients, où on essaye toujours de rester bien au courant de l'évolution de leurs besoins, on analyse le risque et on a de plus en plus de données pour pouvoir mieux protéger les clients. D'accord ? Mais notre service ne se limite pas non plus à la sécurité. Il y a de l'accueil, il y a du safety, donc c'est pour ça qu'on parle de protective services. Mais ça, c'est une évolution du métier. C'est une évolution du métier. Mais on s'était préparé à ça. Vous pénétrez des nouveaux marchés. Je veux dire, on a vu le commerce, par exemple. Les supermarchés ont eu une très très forte demande après les attentats. Ça se calme un peu aujourd'hui ? Alors, je vais dire que ça se stabilise. Hein. Donc, il y a certains... On a connu une très forte croissance après chaque attentat. Et cette forte croissance, elle est irrationnelle. Pour quel secteur, par exemple ? Pour tous les secteurs. Vraiment, pour tous les secteurs, il y a eu des demandes partout, très diverses. Les institutions européennes, les aéroports, les centres commerciaux, l'industrie. Ça pouvait être aussi irrationnel, une fête du personnel. D'un seul coup, il fallait 3 agents de gardiennage. Mais cette demande irrationnelle, cette première demande irrationnelle, dure 1 ou 2 semaines. Après, elle se stabilise. Et puis, très vite, elle diminue. Par contre, bien entendu, dans différents domaines d'activité, le retail, les événements, mais aussi l'industrie, la prise de conscience des entreprises, des particuliers, des communautés par rapport aux risques actuels a varié, a changé. Mais par rapport à ça, on en revient à quand même un contexte économique aussi, hein, un contexte économique, un contexte social. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à se développer, et les entreprises veulent une meilleure sécurité pour un budget plus ou moins identique. Donc c'est ça l'équation qu'on doit résoudre avec nos clients. Il est particulier là-dedans, parce qu'on entendait dans le portrait d'entreprise de Marie-Noëlle que ça représentait quand même 20% de votre volume d'activité. Est-ce que c'est en hausse parce qu'on peut se dire que la sécurité, ce sentiment de sécurité, c'est aussi une thématique qui peut se décliner à la maison, finalement. Est-ce que c'est en hausse ou bien est-ce que c'est plutôt stable ? Alors, je ne pense pas que la menace terroriste augmente le besoin du particulier de se protéger à la maison. Hein ? La menace terroriste, c'est plus le public, le grand public de manière générale. Par contre, la sécurité à la maison, c'est un besoin qui se développe quand même de manière importante. Mais on le fait aussi d'autres manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'installer un simple système d'alarme. Ce qu'on essaie de faire, c'est aussi installer de la domotique. Hein, et donc avoir des partenariats par rapport à ça. À distance, quoi, oui. À distance, mais ça veut dire qu'on peut à la fois visualiser ce qui se passe dans notre maison, on peut également visualiser la consommation d'énergie, on peut ouvrir, fermer les lumières à distance. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments aussi importants dans la sécurité. On reparlera de cet aspect technologique un peu plus tard dans l'émission, mais il y a quand même un facteur humain très très important dans votre société. On l'a vu à l'image de l'évolution de vos effectifs sur ces 5 dernières années. Je vous propose de regarder un petit tableau qui montre cette évolution, Paul. Oui, ben voilà, en 5 ans de temps, c'est pas compliqué, c'est quand même plus de 2000 personnes en plus qui travaillent pour Securitas, et on peut imaginer que dans le secteur, c'est un peu la tendance aussi. Ça fait quand même plus de 50% sur 50 ans. On passe de 4000 à 6400. Sur 5 ans de temps, oui. Ouais. En 5 années, si vous préférez, c'est plus précis de dire comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de... est-ce que c'est surtout à Bruxelles que ça se passe, cet emploi, pour vous, Securitas, ou bien c'est plus large ? D'abord, c'est une grande fierté. Hein, une entreprise qui se développe, qui engage beaucoup de monde. Malgré les investissements en technologie, on continue à investir et à recruter du personnel. Alors, Bruxelles... ça représente en termes d'activité économique sur notre chiffre d'affaires, Bruxelles et la périphérie, 40% de notre chiffre d'affaires. En termes d'emploi bruxellois, malheureusement, c'est un peu plus de 10%. Je pense qu'on est passé de 10 à 12% en 2 ans. Donc, on aimerait développer cet emploi bruxellois. Comment vous expliquez ce si faible taux de bruxellois alors que
la principale activité, elle est à la capitale? Je pense que la raison principale est le bilinguisme. Donc on est dans un secteur où, bien entendu, il y a la sécurité, mais il y a aussi l'accueil, le contact. Et donc le bilinguisme est très important. Et on travaille avec la région bruxelloise, on travaille avec Actiris pour essayer de développer ça, comme on le fait avec les autres organismes pour l'emploi. Et donc vous recrutez où essentiellement alors, si ce n'est pas à Bruxelles? Oh bah écoutez, pour le reste, comme la Belgique est représentée, on fait 30% sur la Wallonie et 50% en Flandre. Enfin, ou 60%, allez, 35, 55 et 10%. Ça reflète donc ça reflète. Pourquoi est-ce qu'on engagerait plus à Bruxelles? Pour différentes raisons. D'une part, proximité pour aller travailler. Donc c'est bien pour l'environnement, c'est plus facile pour notre personnel. C'est aussi un avantage financier pour les deux parties, la dépense pour notre entreprise, mais la dépense aussi pour la personne pour se déplacer. Comment inverser la tendance concrètement? Vous avez on travaille dessus, oui, bien sûr. Comme quoi? Qu'est-ce que vous faites on a des plans de recrutement avec Actiris, avec Bessie, avec la région bruxelloise. Et ça porte un peu ses fruits? Ça porte ses fruits, tout à fait. Ça veut dire quoi? Qu'on passera à 20% l'année prochaine ou plus? Non, on ne va pas passer de... On a notre personnel, on ne va pas remplacer, on ne va pas remettre... Vous recrutez encore? On recrute en permanence, mais allez, je vais dire, si on augmente de 1-2% par an, on arrivera en 4-5 ans à 20%. Vous vous attendez à quelle hausse de l'emploi sur l'année 2017? On a vu que ça avait pas mal monté ces dernières années. C'est parti pour continuer? Alors, en net, parce qu'on devrait encore avoir une croissance de l'emploi de 4-5%. J'espère, mais c'est bien parti. Pendant notre tournage, on a croisé très peu de femmes. Je ne sais pas si c'est un secteur, justement, où vous êtes frileux à engager des femmes, ou ce sont les femmes qui sont frileuses à venir à vous? Écoutez, je pense que a priori, c'est pas un métier où on se dit tiens, je vais rentrer dans la sécurité en tant que femme, peut-être, mais on a quand même 15% de notre personnel qui est féminin. Parce que quand on voit dans le reportage l'accueil, c'est pas... Mais tout à fait, il y a 15% et c'est aussi en train d'augmenter. Donc c'est en augmentation et on a de plus en plus de métiers différents. Donc on peut travailler derrière des écrans, le remote guarding, on peut travailler dans le département technologie, dans le département marketing. On est en train de développer tout ce qui est hosting, hospitality. Donc je suis certain que ce pourcentage va augmenter. Mais peut-être que vos clients demandent des hommes. C'est peut-être ça le problème. Pas du tout. Pas du tout? Non, c'est pas une demande spécifique. Ça, en tout cas, on a croisé quelques femmes à votre Securitas Academy. Je vous propose tout de suite de vous plonger dans cette école un peu particulière. Position latérale de sécurité, à gauche ou à droite? Périphérie bruxelloise, nous sommes dans une classe de la Securitas Academy. Les élèves apprennent les gestes de base des premiers secours. L'idée, c'est de ramener ton collègue, la personne, vers toi. En réalité, c'est un recyclage en secourisme qui consiste en 4 heures de recyclage annuel. On voit principalement l'approche d'une personne en détresse. Appel police. Juste en face, un autre instructeur explique comment rédiger un rapport à de nouvelles recrues. Et il n'y a pas que des jeunes. Pour grossir ses rangs, Securitas compte aussi sur les plus de 50 ans. On apprend surtout qu'il y a des règles à respecter. C'est pas évident, c'est un truc qui est très ordonné, très réglé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. En gros, on est, comme disent les professeurs, on est là pour observer et rapporter les choses. Donc on n'est pas agent de police. Pas agent de police, mais tout recrutement passe sous la loupe du ministère de l'Intérieur. Il faut d'office suivre une formation de base. Alors il y a plusieurs types en fonction de l'endroit dans lequel vous voulez exercer votre métier. Je prends la formation de base générale. Elle se compose de 127 heures. 127 heures de formation avec 2 examens à la clé qu'il faut bien entendu réussir, un minimum de 50%. Un examen officiel qui est organisé par le CELOR et un examen que nous organisons nous en interne et qui est reconnu bien entendu par le ministère de l'Intérieur. Une attestation mais pas forcément encore de boulot. Les élèves qui passent par la Securitas Academy ne sont pas tous envoyés par un employeur. L'an dernier, 15 000 personnes ont fréquenté l'académie avec un taux de réussite de 75%. 1400 recrues ont rejoint les équipes de Securitas, un record. Voilà, je vous voyais regarder ce reportage, vous réagissiez là, des mimiques un peu entoussantes. Et ça vous parle? Bien entendu, parce qu'on parle de formation, c'est un élément important. Sur l'aspect féminin, c'est très important pour nous
nous voulons recruter plus de femmes. Et dans le comité exécutif, par exemple, cette semaine, il y a 2 dames présentes, et une de ces 2 dames est venue en réunion avec son nouveau-né. Elle a participé à la réunion parce qu'elle veut être présente. Donc on est flexible. On est, 2 sur combien? 2 femmes sur combien? Sur 9. Ouais, bon, il y a quand même encore un peu Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Bon, la grosse actualité politique, ou en tout cas ce dossier politique qui est en train de bouger dans votre secteur, c'est le fait que le gouvernement envisage de modifier la loi qui encadre votre activité de gardiennage pour aller vers plus de tâches policières périphériques, disons, comme ça, confiées à des agents de gardiennage, des agents de sécurité. Est-ce que c'est nécessairement une bonne chose? Vous plaidez pour cela, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose de confier le job de policier à des agents de sécurité? Alors je vais vous surprendre, mais les tâches policières, ce n'est pas une bonne chose. Les tâches non policières, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la police elle-même a fait une analyse des tâches qui ne sont pas nécessairement policières. Donc, l'accueil dans un commissariat police, la logistique, l'investissement en termes de technologie, donc l'accompagnement technologique, et toute une série d'autres tâches. La télésurveillance de caméras publiques. La police, ça va déjà plus loin. Monsieur Yambon a fait cette analyse. La police. Allez, on est régulièrement en contact avec la police, qu'elle soit locale, fédérale. Ils sont ouverts à ça. Il n'y a pas de polarisation, je vous garantis. Ils sont ouverts à des collaborations, mais pas à ce que les agents de gardiennage reprennent des missions policières. Je pense que les syndicats sont très clairs sur la question. Attendez, les syndicats de la police sont clairs peut-être sur la question, mais les policiers en tant que tels, les commissaires divisionnaires, les commissaires de police que nous rencontrons, je peux vous dire que 2 tiers, 3 quarts sont certainement intéressés pour une collaboration. Et pourquoi? Mais aussi, qu'est-ce qui serait avantageux? Pourquoi ne pas engager davantage de policiers, par exemple? Mais il y a aussi, d'une part, vous parlez des caméras, visualiser des images. On ne va jamais faire ça sans présence de la police. Donc, on l'a déjà fait. On l'a fait récemment lors du Grand Prix de l'E3, hein, donc une course cycliste. On était là dans leur control room pour regarder les images, mais aussi avec un drone pour surveiller les images. C'est une collaboration. On a cette expertise. C'était une première, je pense, hein, ce genre de collaboration. On a fait aussi pour les événements à Newport. Donc, ça se fait en Belgique. Mais ce n'est pas dans la loi. Pour l'instant, ce n'est pas légal, ce genre de collaboration. C'est pas illégal. Mais c'est pas illégal. C'est pas illégal. Et dans le projet de loi, on envisage ce genre de... Par rapport, d'abord, je pense que le changement de loi est quelque chose de positif. Pourquoi? Ça fait 25 ans qu'on a la même loi. Le contexte a changé, le métier a changé, a évolué, et on est quand même dans un monde de co-creation, hein, de collaboration. Donc c'est-à-dire que dans tous les domaines, dans le domaine journalistique, c'est pareil aussi, on collabore de plus en plus, on ne se spécialise pas seul dans un domaine. Donc qu'est-ce qui va... Oui, mais la mission régalienne d'assurer la sécurité, c'est quand même pas tout à fait un job privé. Alors pourquoi se priver de compétences existantes? Qu'est-ce qui s'est passé après le 22 mars? Tout le monde a dû travailler plus. Les militaires, les policiers, les agents de gardiennage. Est-ce que ça a posé un problème? Non. On s'est serré les coudes. On a travaillé ensemble. On est venus ensemble avec de nouvelles solutions. Donc nous, on apporte de la flexibilité. On apporte aussi de la connaissance en termes technologiques, puisqu'on fait partie, on est plusieurs à faire partie de groupes internationaux où on a des centres de recherche et développement. Donc on peut amener une certaine forme de compétence. Un échange international, il y a quand même, on compare ce qui se passe dans les différents pays. Et puis alors, au niveau financier, c'est aussi, dans certains cas, dans les tâches non policières, c'est plus avantageux de travailler avec une société privée parce que les coûts sont 30, 40, 50% moins importants dans certains cas. Publiques, vous voulez dire, oui. Pour les finances publiques. Et comme on doit quand même recruter au niveau de la police, au niveau de la défense aussi, vous voyez bien que c'est pragmatique. Et dernière chose que je voudrais ajouter, le nombre d'agents de gardiennage par 10 000 habitants est un des 2 plus faibles sur les 15 pays de l'Europe occidentale, je vais dire comme ça. Donc, par 10 000 habitants. Donc,
il y a quand même une marge importante. Oui, mais on peut toujours trouver un exemple plus... mais le nombre de, favorable le nombre de pour sa policiers par 10 000 habitants est un des plus hauts sur ces 15 mêmes pays. Donc, un des gros ça veut dire soucis, que... ça restera aussi le recrutement. Quelle formation pour ces agents de gardiennage qui ont de nouvelles missions? Est-ce que ça, vous avez les moyens, vous, entreprise de sécurité, d'absorber ces nouveautés? Bien entendu, vous avez vu, on a une académie. Donc ça veut dire qu'on collabore aussi avec la police. La police est déjà venue suivre nos formations pour voir comment ça se passait. On a des contacts aussi avec les centres de formation de la police. On collabore ensemble. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire le métier? Que du contraire, on pourrait parler d'une évolution de métier. Quelqu'un qui rentre chez nous, il doit avoir un bon profil, je vais dire, psychologique, hein, un bon équilibre ça passe émotionnel. Par le ministère de l'Intérieur aussi, ce recrutement? Ah non, on recrute. Ouais. Et le ministère de l'Intérieur nous donne une carte, il screen notre personnel et il nous donne une carte. Mais aussi, notre personnel suit une formation chez Securitas et passe un examen au CELOR. Et donc, ce screening, il doit être renforcé selon vous, aujourd'hui? Je pense que la fréquence pourrait être renforcée. Vous êtes attentif aux problèmes de radicalisation notamment? Alors, vous avez entendu l'agent qui s'exprimait. Qu'est-ce qu'on demande à un agent de gardiennage? Observer, rapporter. Eh bien, c'est la même chose en interne et en externe. C'est-à-dire que nous demandons à notre personnel sur le terrain ou derrière des écrans d'observer ce qui se passe, d'observer les anomalies et de les rapporter. On fait la même chose en interne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un comportement qui pose question, hein, on informe, on demande à chaque individu d'informer son responsable ou éventuellement la direction compliance au sein de Securitas. Et cette direction jugera nécessaire de communiquer cette information au ministère de l'Intérieur. Et ça vous arrive de devoir vous séparer d'effectifs de ce fait-là? Nous communiquons des informations au ministère de l'Intérieur. S'il y a une anomalie, s'il y a quelque chose vraiment de suspect, nous communiquons ça, et c'est le ministère de l'Intérieur qui décide de la dangerosité de la situation. Très bien. On va retourner au siège de Neder-Overenbeek dans un lieu peut-être méconnu du grand public, mais aussi de votre personnel. C'est la séquence dans le bureau du boss. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de Securitas. Je suis assise dans son fauteuil et j'observe son bureau qui est plutôt bien rangé. Un peu maniaque, monsieur Gaspard? En tout cas, le bureau n'est pas très grand, mais très ordonné. Il y a quand même quelques photos de famille à sa droite. Régis Gaspard a visiblement plusieurs enfants. Et puis, en papa qui se respecte, un petit souvenir de fête des pères peut-être? Lorsqu'on poursuit notre visite, on constate qu'il y a très peu d'œuvres d'art ou d'objets artistiques. Mais par contre, dans cette vitrine, certains objets nous intriguent par leur forme géométrique et leur couleur. Il y a des cubes, des mains, une sorte de balancier, mais Securitas est omniprésent. On dirait vraiment des jeux pour enfants. Qu'est-ce que c'est, monsieur Gaspard? Alors, on a bien cherché, mais il n'y a pas une seule caméra dans le bureau de monsieur Gaspard, à moins qu'elle soit cachée dans les poignées de porte ou dans cette plante. En tout cas, ici, il y a un petit salon où on l'imagine très bien se relaxer, avec une magnifique vue sur le canal. Que lit monsieur Gaspard à ses heures perdues? Eh bien, il suffit de se pencher et de regarder la table de salon. Une très bonne lecture, n'est-ce pas, Paul? Et c'est pas du chiquet, hein, vraiment l'écho dans le bureau. C'est bien joué, Régis Gaspard, d'avoir vite glissé l'écho avant de... C'est pas mal. Et allumer la télé sur BX1 et tout. C'est très fort. Alors, je dois dire quand même, le bureau bien rangé, oui. Je dois remercier mon assistante. Ah oui, franchement... C'est pas un maniaque de l'ordre. Non. J'aime bien quand les choses sont bien rangées, mais je pense qu'elle a très bien fait ça. Un peu trop, à notre goût. Hein. De manière très spontanée, très autonome. Mais elle est venue ranger mon bureau. Mais ça fait vraiment un bureau où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a beaucoup de papiers. Et est-ce que vous êtes souvent à votre bureau? Oui, je suis quand même... vous voyagez beaucoup. Donc, je suis en contact sur le terrain avec les clients. Je suis en réunion aussi très souvent, mais je suis dans mon bureau que j'apprécie beaucoup. Comme vous avez vu, j'ai une belle vue sur Bruxelles. Oui, enfin oui. Oui, là, je veux dire qu'elle a un peu planté la vue sur le canal. Ça restera... Un tout petit mot sur ces objets un peu, on aurait dit des jouets d'enfants. Ils ont vraiment une utilité? Ou c'était aussi pour notre tournage que vous les avez placés? Vous voyez que les enfants ont une place importante dans mon bureau. Hein, donc mais les petits objets en bois... non, alors ça c'est vraiment... Rapidement. On est une entreprise suédoise. Et sa marque de fabrique,
c'est l'autonomie, la confiance, mais aussi avec un langage commun. C'est-à-dire qu'on est très décentralisé au sein de l'entreprise Securitas dans les pays, beaucoup d'autonomie, mais au sein de Securitas Belgique, Luxembourg, puisque je m'occupe des 2 pays, il y a aussi énormément d'autonomie. Et pour avoir une bonne autonomie, il faut aussi une bonne colonne vertébrale. Et ces objets que vous avez vus représentent tous les éléments, le langage commun. Donc que vous alliez à Hong Kong, en Suède, ou à Bruxelles. Chaque patron a une petite vitrine avec les mêmes. Les managers ont tous reçu une formation par rapport à ça. Et les employés aussi. Et donc ça commence par les valeurs, comment on observe le marché, comment est-ce qu'on produit, flat organization. Vous voyez, on passe par différents éléments et on termine par quoi? Par l'humain. Quel que soit notre métier, parce que c'est l'humain. Et donc tous ces éléments, et je peux vous dire, dans un mois, on a une formation refresh pendant une journée, enfin une après-midi, avec tout le comité de direction sur la Toolbox, qui existe depuis 30 ans. Avec vous alors dans la valise? Non, je rigole. Mais... Non, mais bien entendu, mais c'est ici, ça a lieu en Belgique, mais c'est vraiment quelque chose de passionnant. Pour conclure, on parle de l'humain, mais est-ce que la technologie n'est pas en train tout doucement de supplanter l'humain chez Securitas, et quels sont justement, en matière de technologie, vos défis pour demain? Rapidement. Alors, supplanter l'humain, certainement pas. Vous avez vu, on continue à augmenter du personnel. On a fait une acquisition technologique il y a un peu plus de 2 ans. SAIT. J'avais dit au syndicat que, en faisant cette acquisition-là, on allait continuer notre croissance en nombre de personnes. Ça s'est vérifié et on continue. Pourquoi? Parce que dans la plupart des entreprises, dans les communautés, le digital remplace l'humain. C'est vrai, pour beaucoup de fonctions. Plus il y aura de remplacement du digital, de l'humain par le digital, plus notre rôle sera important. Pourquoi? Parce que moins il y a de personnes dans certains endroits, plus on a besoin de présence pour surveiller, mais aussi pour accompagner. Donc nous aurons un rôle qui va continuer à augmenter au niveau humain. Ça, c'est la première chose. Dans 5 ans, pour évoquer ça rapidement? Oui, franchement, enfin c'est mon souhait, c'est mon pari. J'aimerais bien que dans 5 ans, on soit 8000. Okay. Donc ça, c'est vraiment un souhait, et l'humain reste au centre de l'entreprise. Mais par contre, vous avez montré la croissance du chiffre d'affaires, aussi la croissance, on a parlé ensemble de la croissance la croissance du nombre de personnes, mais il y a aussi une croissance en termes de chiffre d'affaires et de résultats. Mais ça vient d'une diversification aussi des activités. Et donc la technologie est centrale. Ok. Merci Monsieur Gaspard. On va devoir clôturer ici. On en reparlera. On vous réinvitera pour parler de l'évolution de l'entreprise dans 5 ans et de voir si la technologie effectivement est restée juste le parallèle de l'humain et pas l'inverse. Merci Paul pour cette émission. Merci à vous. On retrouve évidemment un entretien encore plus long dans l'écho de ce week-end et nous on vous dit au mois prochain avec un nouveau boss. À bientôt. Merci.